Bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on explore une conversation assez fascinante avec l'homme derrière le phénomène Rich Man North of Richmond. Olivier Anthony, oui, enfin Christopher Anthony Lansford de son vrai nom. Exactement. Et Olivier Anthony, c'est un nom choisi, hein? Tout à fait. C'est un hommage à son grand-père et ça nous plonge direct dans l'Appalachie des années 30. Il parle de plancher en terre battue, de 7 enfants, des temps difficiles, quoi. Ça donne le ton. Et on va essayer de comprendre comment cet homme, qui se voit comme un simple idiot avec sa guitare, a pu toucher autant de monde. Et ce que ça révèle peut-être sur notre époque. Voilà. Alors accrochez-vous, on plonge. Bon, commençons par le commencement. Cette chanson qui explose. Richmond North of Richmond. D'où elle sort exactement? Pas d'un gros studio, j'imagine. Ah non, pas du tout. En fait, l'origine, c'est hyper simple. Un court extrait vidéo posté sur TikTok. Très brut, pas fini. Juste quelques secondes. Oui, c'est ça. Son processus d'écriture est intéressant d'ailleurs. Il n'utilise pas de carnet, rien de tout ça. Il enregistre des idées, des bouts de mélodie, des bouts de texte sur son téléphone. En vidéo. En vidéo, oui. Encore et encore, jusqu'à ce que ça prenne forme dans sa tête. Et c'est une de ces bribes qui a attiré l'attention. De Draven, de Radio WV, c'est ça? Exactement. Draven, de cette chaîne YouTube Radio WV, qui est connue pour dénicher justement ce genre de musique folk, très authentique, très locale. Un peu le découvreur de talent, parfait pour lui en quelque sorte? On peut dire ça. Draven l'a contacté, l'a un peu poussé à enregistrer la chanson en entier. Et c'est cette version, enregistrée dehors, en pleine nature, qui est devenue virale. Voilà. Et là, le message a joué à plein, évidemment. Cette frustration de la classe ouvrière, ce sentiment d'être ignoré, exploité par les riches au nord de Richmond. Une formule qui vise assez clairement Washington, les élites, non. Oui, c'est l'interprétation la plus courante. Et ce qui est frappant, c'est que ça a résonné bien au-delà des lignes politiques habituelles, démocrates, républicains, indépendants. Beaucoup se sont reconnus. Comment on explique ça? Ce sentiment partagé. La conversation source suggère que ça tape dans quelque chose de plus profond, une critique de la culture corporate, de cette machine, comme il dit. La machine qui lise tout? Oui, qui impose une espèce de politesse de façade, une fausse bienveillance qui cache souvent la peur de dire ce qu'on pense, de perdre son job. Il a cette phrase assez forte, on devient des robots. La déshumanisation au travail. Ça parle à beaucoup de gens, effectivement. Exactement. Peu importe le bord politique, ce sentiment d'être un rouage, ça crée une connexion. Et face à ce succès absolument dingue, sa réaction est plutôt surprenante. Il refuse des offres de plusieurs millions de dollars. Carrément. Des offres de grosses maisons de disques. Il a dit non. Mais pourquoi? C'est quand même énorme. Il l'explique très clairement. C'est pour rester intègre. Il dit que sa musique vient de ses propres galères, de ses luttes contre la dépression, l'alcool, le sentiment de vide. D'accord. Et pour lui, accepter ces gros contrats, entrer dans cette machine qu'il critique, ce serait trahir les gens qui se sont connectés à sa musique justement parce qu'elle était brute, sincère. Il veut rester cet idiot avec sa guitare, comme il dit. C'est exactement ça. Préserver l'authenticité à tout prix. Alors, s'il rejette ce système, cette machine, quelle est l'alternative? Il parle de cauchemar dystopique pour décrire la société actuelle. Qu'est-ce qu'il propose, lui? Son alternative, c'est celle qu'il vit déjà en fait. C'est un retour à la terre assez radical. Ah oui. Oui, avant même le succès, il avait acheté un grand terrain un peu isolé, il vivait dans une caravane. Il parle de l'importance de l'élevage, de l'agriculture, de se reconnecter à des choses simples, concrètes. Une façon de se restaurer. C'est le mot qu'il utilise, oui. Se restaurer soi-même. Loin du monde numérique, de la superficialité ambiante. C'est sa réponse personnelle. Et il compte utiliser sa nouvelle notoriété pour quelque chose. Oui, il dit vouloir s'en servir pour donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Les invisibles. Les travailleurs manuels, ceux dont on ignore souvent les difficultés. C'est cohérent avec son histoire et son message, en effet. Tout à fait. Et cette critique des systèmes figés, elle ne vise pas que la musique d'ailleurs. Ah, tu penses à sa métaphore? Celle des tornades, oui. Il dit qu'il faut parfois des tornades, des secousses un peu violentes pour faire bouger les lignes, pour briser les systèmes sclérosés. Que ce soit dans la musique, la politique, l'entreprise? Exactement. Il oppose cette rigidité, cette bureaucratie polie, comme il l'appelle, à un besoin de changement, un peu brutal parfois. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça,
On a le parcours incroyable d'un artiste qui se retrouve propulsé sous les feux de la rampe presque contre son gré. Et qui lutte pour rester fidèle à lui-même, à son message initial, tout en pointant du doigt des fractures bien réelles dans notre société. Le fossé entre les élites et la classe ouvrière, la déshumanisation au travail, la déconnexion liée au numérique. Oui, et cette idée qu'il faut parfois des secousses, des tornades, pour faire bouger les choses. Sa musique en a été une à sa manière. Et ça nous laisse avec une question pour la fin, peut-être. Au-delà de ce phénomène musical Oliver Anthony, si on ressent collectivement cette inertie, cette bureaucratie polie qu'il décrit, qu'est-ce qui pourrait vraiment la faire craquer? Faut-il attendre des tornades pour voir un changement réel, pour retrouver une forme de connexion? La question reste ouverte.